On révèle la dérive d'une opération antiterroriste, et c'est le parquet national antiterroriste qui est chargé d'enquêter sur nous. En 2023, vous êtes mis en garde à vue après avoir révélé l'usage de moyens militaires français en Égypte contre des civils. Disclose révèle avec complément d'enquête que la France a aidé l'Égypte, l'armée égyptienne, à tuer des civils. Comment? En fournissant du renseignement des avions et du renseignement humain, des hommes, des militaires, de la direction du renseignement militaire sur place en Égypte, des gens qui vont aider l'armée égyptienne à localiser des personnes qui traversent la frontière entre l'Égypte et la Libye, qui sont suspectées de trafic de contrebande. Et l'armée égyptienne, une fois qu'elle a localisé ces gens avec les renseignements français, va décider de les détruire, c'est-à-dire de les bombarder, de les tuer, donc de faire des exécutions sommaires en dehors de tout procès, qui est illégal. Voilà ce qui se passe. Et donc cette opération-là, évidemment, ce n'était pas son objectif au départ. L'armée française n'avait pas signé pour que l'armée égyptienne tue des civils. L'objectif, c'était du renseignement antiterroriste pour surveiller les mouvements terroristes à la frontière entre la Libye et l'Égypte. Sauf que l'Égypte, en fait, va détourner cette mission à des fins de répression interne, à des fins de dictature. Quand on révèle l'enquête, la ministre des Armées de l'époque, l'ancien ministre Jean-Yves Le Drian, ne nient pas nos informations et au contraire disent « Ah, effectivement, si jamais il y a eu une telle opération, une telle dérive de notre opération, il va falloir enquêter ». Et donc, ils lancent une enquête interne au ministère des Armées pour savoir si effectivement il y a eu une dérive de leur propre opération. Sauf que cette enquête est très vite bâclée, enfin très vite refermée. Au bout de 3 mois, l'enquête interne conclut qu'il n'y a pas de problème. L'opération française n'a pas dérivé, des civils n'ont pas été tués grâce à du renseignement militaire. Sauf que ce rapport-là, personne ne l'a vu, il est classé secret défense. En revanche, il y a une autre enquête qui démarre en même temps, c'est l'enquête pour identifier les sources de disclose, les sources qui ont fourni notamment les documents confidentiels défense qui sont révélés dans le documentaire et dans l'enquête. Et ça, c'est une enquête qui démarre parce que le ministère des Armées porte plainte. Pas contre Disclose, mais contre X, justement pas pour s'attaquer à nous, mais pour s'attaquer aux sources. Ça veut dire qu'il y a ça veut dire qu'on a un petit souci avec l'information en France, en fait. Disclose ne sort pas des informations confidentielles défense pour le plaisir de révéler des informations confidentielles défense, pas pour le plaisir du scoop. Ces informations, elles sont d'intérêt public, pour l'intérêt général des citoyennes françaises. On a besoin de savoir ce que fait l'armée française, les dirigeants français, en notre nom, à l'étranger. Et là, en l'occurrence, des moyens de la lutte antiterroriste, des moyens de l'armée française sont détournés pour aider une dictature à tuer des civils. Je pense que c'est une information qui est importante, qui est intéressante, qui est utile pour que les citoyens français se fassent une opinion et interpellent, demandent des comptes à leurs dirigeants, puisque le but d'une démocratie, c'est de pouvoir contrôler les autorités en place. Donc quelques mois après votre enquête, une information judiciaire est ouverte? Oui, pas tout de suite, hein, parce que donc il y a la plainte qui est déposée par le ministère des Armées, et 6 mois après, ouais c'est ça. 6 mois après, une information judiciaire est ouverte par le parquet national antiterroriste. Donc là, on a un petit souci quand même, on a presque une ironie du sort. On révèle la dérive d'une opération antiterroriste, et c'est le parquet national antiterroriste qui est chargé d'enquêter sur nous, pas sur les responsables qui ont permis à cette opération de démarrer et de continuer pendant plusieurs années. Mais ils cherchent à identifier les sources de disclose qui ont permis de mettre au jour qu'il y avait un problème, voire une complicité de crime. Donc on poursuit les potentiels messagers, les potentielles messagères, mais pas les personnes qui sont en charge
de cette opération, en premier lieu, ministère des Armées, Premier ministre, président. Et un matin de septembre 2022, le ciel vous tombe un peu sur la tête. Et donc oui, effectivement, en 19 septembre 2023, je vois débarquer à ma porte une petite tripotée d'agents de la DGSI, donc des services de renseignement intérieur, qui sont chargés eux aussi, normalement, de la lutte antiterroriste, et là, qui se retrouvent à la porte d'une journaliste, et donc qui vont fouiller mon domicile pendant une dizaine d'heures, mon bureau, ma chambre, ma cuisine, mon salon, et ensuite me placer en garde à vue au sous-sol du commissariat central de Marseille pendant près de 2 jours. Tout est fait pour que je sois déstabilisée, affaiblie. J'étais malade, j'avais des maux de ventre très pénibles, je n'ai pas accès à mes médicaments, je suis dans une cellule sans toilette, je ne peux pas aller aux toilettes quand je le veux. Pendant plusieurs heures, je passe la nuit sans médicaments, sans voir un médecin, sans avoir accès aux toilettes, alors que je suis malade. Le but, c'est que je passe une nuit sans dormir, à être très affaiblie. Comme ça, le lendemain matin, quand les auditions commencent, et bien voilà, peut-être que je vais passer à table, sortir du silence et livrer les sources de disclose. C'est en tout cas l'objectif des agents de la DGSI, je présume. C'est de l'intimidation? En tout cas, je dirais, des techniques, c'est des techniques d'intimidation, oui, de pression, de bas étage, des trucs assez classiques qu'on voit dans les films, dont on a entendu parler, et qui m'ont été appliqués un peu comme tout garder à vue sur qui on veut faire pression. Voilà. Sauf que moi, je ne suis pas suspectée de crime ou de délit. J'ai juste fait mon métier, en fait. Mais il y a une volonté d'affaiblir, de t'affaiblir. Il y a une volonté de t'affaiblir, quoi, clairement. Tu parlais de questions manipulatoires, parfois, sur Disclose. Oui, bah, c'était dans les couloirs. Donc les auditions, normalement, ça dure dans une petite salle. Et puis... ça se passe en plusieurs fois, en plusieurs heures, et donc à chaque fois, il me ramenait à ma cellule. Puis dans les couloirs, on me posait des petites questions insidieuses, comme ça, qui ont l'air sympas. Comment c'était les vacances en Égypte? C'était un pays que vous aimez bien? Voir des flatteries. Je sais que vous êtes une très grande journaliste, passionnée. Un officier de la DGSI qui me dit « Mais vous savez, je ne fais que mon travail, comme vous. » On n'a pas les mêmes méthodes d'interview, mais... Donc il y avait des questions un peu, voilà, comme ça, pour détourner l'attention. Est-ce que vous avez une capacité à mentir ou quelque chose? Est-ce que vous êtes capable de mentir ou quelque chose comme ça? Des questions un peu philosophiques pour essayer de... Voilà, on se dit, bon, c'est un risque de répondre à ça. C'est une question marrante, c'est une question intéressante. Mais en fait, c'est une manière de vous mettre le doigt dedans, et puis ensuite, ils vont tirer un fil, et tout est bon pour essayer de vous faire parler. Que ce soit de vous affaiblir, de vous flatter, de vous faire des petites questions manipulatoires, de ne pas vous donner accès aux médicaments. Toute technique est bonne. Ils ont tout testé. Enfin, pas des techniques illégales qu'on voit que d'autres gardés à vie ont pu subir. Mais tout ce qui était en leur possession. Est-ce que tu as eu peur Peur de quoi? lors de ta garde à vue? Bah, non, j'ai pas eu peur. J'étais très en colère. J'étais vraiment très, très en colère de ce détournement, enfin de cette débauche de moyens. Dis, enfin,
Vous avez vraiment besoin de mobiliser 6 agents des renseignements pendant des mois pour me surveiller, et puis ensuite d'en mobiliser encore 6, une juge d'instruction, des greffiers, etc. pour venir chez moi. Vous n'avez pas des affaires plus importantes? Vous pouvez juste m'auditionner, vous pouvez juste me convoquer. Non, il a fallu m'enfoncer la tête sous l'eau pour essayer de me secouer et que je vous dise je ne sais quoi. Donc non, j'étais vraiment... et je pense que je ne suis pas totalement redescendue. Mais non, c'est juste de la colère. De la colère de voir que des officiers brillants du renseignement, une juge d'instruction brillante, qui ont des affaires très complexes à traiter, se retrouvent à devoir traquer une journaliste et ses sources. Au nom de quoi ? Pour empêcher que d'autres personnes qui ont envie d'améliorer la société française puissent contacter des journalistes. C'est complètement dingo quand on y pense. Que autant d'intelligence, d'énergie soit dépensée pour faire un truc aussi inutile et néfaste à notre vie à tous, en fait. Qu'est-ce que cela révèle de la liberté de la presse en France ? C'est un signal très fort envoyé au reste des confrères, des consoeurs, de leur dire vous voyez, si vous publiez des informations d'intérêt général qui touchent à la sécurité, à la défense, aux affaires étrangères, voilà ce qui pourrait vous arriver. 2 jours en garde à vue. Bon, à la rigueur, c'est une petite expérience désagréable, mais on peut s'en remettre, mais c'est aussi un signal très fort envoyé à toutes les personnes qui veulent informer des journalistes, qui veulent faire en sorte que des injustices soient publiées pour qu'on essaye de les résorber. Et donc c'est un message très fort d'intimidation envoyé à tout le reste de la société pour leur dire en fait taisez-vous. Taisez-vous, laissez faire les autorités, l'État c'est mieux que tout le monde. Et donc c'est une opération, oui, c'est une opération à la fois pour faire peur à la presse et pour intimider les gens qui sortent un peu du rang et qui voudraient informer la presse. Mais pour toi, Emmanuel Macron, en 2020, disait la liberté de la presse est garante de la vie démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis alors ? Je ne sais pas ce qu'ils en pensent, et effectivement, j'ai vu leurs déclarations, j'ai aussi vu une des premières déclarations d'Emmanuel Macron qui disait moi, je pense que les médias ne cherchent plus la vérité. En disant ça, il a donné une sorte de feu vert à la justice, à la police, aux services de renseignement, pour traiter les médias comme des personnes à attaquer, en tout cas comme des personnes nuisibles à la société. Parce que si des médias ne disent plus la vérité, donc ils déstabilisent la société, donc ils font l'inverse de ce pourquoi ils sont prévus. Donc non seulement il n'y a pas de raison de leur taper dessus, mais au contraire, ça encourage à les questionner, à les perquisitionner, à les arrêter, puisque de toute façon ce sont des entités néfastes. Donc avec cette petite phrase-là, je pense qu'il a pu encourager une pratique qui était déjà présente et qui était déjà possible par les textes, par les lois votées par ses prédécesseurs. Est-ce qu'il y a un vrai tournant ou est-ce qu'il est dans la droite ligne de ses prédécesseurs sur ces questions ? Il utilise les moyens légaux pour atteindre à la liberté de la presse, pour atteindre à l'activité des journalistes. Une des pires lois pour la liberté de la presse, c'est la loi 2010, qui a été votée donc, sous Sarkozy, qui dit les sources des journalistes sont protégées, on ne peut pas forcer, on ne peut pas faire pression sur un journaliste pour obtenir ses sources, sauf si il y a un impératif prépondérant d'intérêt public. Alors je vous défie bien de définir cet impératif, parce que personne ne l'a fait. Et donc, du coup, un ou une juge
peut décider ce qui est un impératif prépondérant d'intérêt public. Donc dans mon cas, ça va être effectivement l'atteinte, ce qu'on estime être une atteinte à la sécurité nationale. Pour d'autres journalistes, bien avant moi, en 2014 par exemple, une journaliste de La Croix a été auditionnée parce qu'elle avait fait un article sur les failles de la lutte contre l'islam radical. Voilà. Et donc on voulait savoir sans doute ses sources. Et là, on a trouvé qu'il y avait un impératif prépondérant d'intérêt public à aller questionner cette journaliste. Et il y en a eu des dizaines d'autres comme ça avant moi. Donc le problème ne date pas de Macron. En revanche, on voit que depuis la première élection d'Emmanuel Macron, il y a une inflation des procédures contre les journalistes, des arrestations, des auditions à la DGSI, de tout un tas de procédures, en fait, d'intimidation, de pression, et puis coercitive, en fait, contre les journalistes. Il y a une note du ministère de l'Intérieur, dirigée par Gérald Darmanin, qui a été révélée par Reporters sans frontières, et qui explique et qui milite pour la surveillance des journalistes, pour l'usage de logiciels espions. Parce que le ministère de l'Intérieur estime que c'est pratique d'espionner des journalistes pour atteindre leurs sources. Depuis qu'Emmanuel Macron est en place, les rapports entre la presse, les journalistes qui suivent l'Élysée et le président sont beaucoup plus tendus. Il restreint les déplacements, il restreint les accès des journalistes à ces déplacements. Voilà, mais bon, c'est des choses que vous pourrez lire. Donc moi, ce que je constate juste, c'est les chiffres. Je vois que depuis 2017, il y a eu 17 journalistes qui ont été convoqués par les services de renseignement, convoqués, voire placés en garde à vue, voire mis en examen. Le fait est que dans les faits, il y a une augmentation des atteintes à la liberté de la presse sous Emmanuel Macron. C'est factuel. Un autre indicateur inquiétant aujourd'hui est la violence envers les journalistes en manifestation. Pourriez-vous nous dire un mot à ce sujet ? J'ai pas été victime de telles attaques, puisque tout simplement, j'ai pas couvert de manifestations pour des médias, ou en tout cas pas des manifestations qui ont mal tourné. Mais la France est un des pays en Europe où il y a le plus de violence contre les journalistes en manifestation. Le Conseil de l'Europe a alerté la France l'année dernière, en mars 2023, en disant il y a un problème, un certain nombre de journalistes ont été violentés, leur matériel détruit par des forces de l'ordre. Qu'avez-vous à répondre ? Ça fait plus d'un an, la France n'a pas répondu. Alors que la France, au niveau du Conseil de l'Europe, qui est une institution respectée, plus d'une 50aine de pays, la France fait partie du groupe des Amis de la liberté de la presse. C'est un petit groupe au sein du Conseil de l'Europe qui milite pour améliorer les lois sur la liberté de la presse, demander à d'autres pays de s'améliorer. Mais en fait, elle n'est même pas capable, dans son propre pays, de répondre au sujet qu'elle défend ailleurs. Rien qu'entre 2022 et 2024, il y a une ONG qui a répertorié 83 attaques étatiques en France contre la liberté de la presse. Ça passe par des convocations, des arrestations, de la surveillance de journalistes. 83 attaques. C'est le pays en Europe où il y a le plus d'attaques contre les journalistes. Dans des pays où l'extrême droite est au pouvoir, par exemple en Pologne, il y a également de très nombreuses attaques contre la liberté de la presse. C'est parfois plus insidieux qu'en France, où les attaques, comme je vous dis, sont plus directes. On convoque les journalistes au poste, on les frappe en manifestation. Donc je dirais que c'est presque plus simple en France. Les autorités en place, les forces de l'ordre, les services de renseignement vont s'attaquer directement aux journalistes. Il y a aussi des procès bâillons qui sont organisés par des grandes entreprises, etc. Mais dans d'autres pays, les
gouvernements vont utiliser des logiciels espions, Pegasus, et dire « Ah mais non, c'est pas nous » ou « Non, mais pas exactement, alors en fait, c'est un proche du président » ou c'est les services de renseignement et soi-disant le gouvernement n'est pas au courant ou n'a pas donné son feu vert. Là, en France, tout se passe dans le cadre de procédures judiciaires. Moi, mon arrestation, elle est légale. Il y avait une juge qui était présente, les policiers ont le droit d'arrêter quelques heures des journalistes. Donc, tout se fait à peu près en respectant ce qui est possible. Mais en fait, ça montre que l'arsenal de ce qui est possible en France contre les journalistes est très large, en fait. Beaucoup plus large que ce qu'on pense, je crois. Et ça se peut de se décomplexer, quoi, disons. Bah oui, c'est-à-dire que quand des forces de l'ordre arrêtent quelques heures à la frontière des journalistes qui ne font qu'un reportage sur des aides aux migrants, des personnes qui aident des migrants, quand des gendarmes arrêtent des journalistes qui couvrent juste une manifestation d'écologistes radicaux, bah là on tombe à la renverse en fait. Mais c'est une multiplication de petits actes comme ça qui passent inaperçus sur le territoire, mais qui ont lieu de manière de plus en plus fréquente. Et moi, mon cas, voilà, fait parler, il y a eu des médias, donc on s'est dit, oh là là, il se passe un truc. Mais en fait, il y a plein d'autres histoires moins médiatiques que la mienne qui sont tout aussi scandaleuses. En 2023, vous révéliez comment la France a cherché à torpiller une loi européenne visant à protéger la liberté de la presse. À l'origine, il y avait une bonne intention. La Commission européenne voulait faire une loi pour garantir la liberté des médias en Europe, justement parce qu'ils étaient attaqués notamment à l'Est par des pouvoirs illibéraux, autoritaires. Et puis, très vite, la France dit « Ouh là là, mais en fait, nous, on a besoin d'une exception, d'une dérogation pour pouvoir surveiller les journalistes au nom de la sécurité nationale. » Il y avait déjà dans le texte de départ une possibilité d'utiliser des logiciels espions au nom de la sécurité nationale. Mais ça ne suffisait pas à la France. Elle voulait clairement écrire dans un article « Il y a une dérogation explicite pour pouvoir surveiller les journalistes au nom de la sécurité nationale. » Là encore, je vous défie de définir la sécurité nationale. Ça peut être tout et n'importe quoi, et on l'a vu récemment, un photojournaliste qui va prendre en photo des écolos, une action des soulèvements de la terre, bah, ça va être une atteinte à la sécurité nationale, donc on fait intervenir la police antiterroriste. Et donc, la France lobby à Bruxelles, convainc d'autres États européens qui se disent « Ouais, c'est vrai que ce serait quand même pas mal de pouvoir surveiller les journalistes en sécurité nationale. » Ok, d'accord, tout le monde fait bloc. En juin 2023, ils votent un projet de loi, on peut dire, qui va légaliser la surveillance des journalistes. Les associations sont vent debout, commencent à critiquer. Le Parlement européen dit « Ouh là là, ça va trop loin » et essaye de proposer une loi un peu plus équilibrée, un peu moins liberticide. Et là encore, la France, avec 6 autres pays, notamment l'Italie, dirigée par l'extrême droite, la Grèce, Chypre, un certain nombre donc, de pays, vont dire « Non, non, on tient vraiment à cette dérogation pour la sécurité nationale, laissez-nous faire, chers parlementaires européens, on a besoin de ça, on a besoin de logiciels espions. » Ils ont un peu perdu, enfin la France a un peu perdu, c'est-à-dire que la dérogation aujourd'hui n'apparaît plus explicitement dans la loi européenne, mais en réalité le texte permet quand même, et dit en gros, la sécurité nationale reste une responsabilité des États membres. Et donc, sous-entendu, voilà, vous avez à peu près les mains libres en ce qui concerne la question de la sécurité nationale. Et puis surtout, cette loi, elle permet l'usage des logiciels espions dans le cadre d'enquêtes sur une trentaine de délits.
Alors vous dites, ah bah ça va être le terrorisme, les crimes, le viol et les choses un peu sérieuses. Non, il y a aussi, dans le cadre d'enquêtes pour corruption, sabotage, atteinte à la propriété privée. Donc des journalistes qui travaillent sur ces sujets-là peuvent être espionnés parce que il y a une enquête en cours sur ces sujets-là. Voilà. Donc c'est ce que dit la loi sur la liberté des médias. Alors bien sûr, il y a quelques garde-fous, il faut avoir une autorité indépendante, administrative ou un juge qui autorise ça. Bon. Mais parce qu'il y a eu un lobbying d'enfer de la France et d'un certain nombre de pays, les parlementaires n'ont pas pu réellement protéger les journalistes. Donc la France, pays des droits de l'homme, s'allie à l'Italie d'extrême droite pour... Je ne sais pas dans quel sens ça se fait. En tout cas, ce qui a commencé, c'est la France qui était très militante pour inclure une dérogation au nom de la sécurité nationale. Ensuite, les documents qu'on a trouvés montrent que l'Italie, notamment, a rejoint le mouvement et a soutenu la position de la France. Alors après, peut-être qu'ils se sont renforcés mutuellement, je ne sais pas dans quel sens ça se passe. Dans tous les cas, in fine, le résultat, c'est qu'on a un bloc France, Italie, Finlande, Grèce, Chypre, Malte, Suède, voilà, qui sont ensemble sur ce texte-là. Peut-on faire le lien entre votre perquisition et la position de la France au niveau européen ? Oui, on est sur la même logique que le gouvernement français doit avoir les mains libres en matière de sécurité nationale. C'est sa perception, c'est la perception du ministère de l'Intérieur, c'est la perception du ministère des Armées, et qu'il faut le moins de contrôle possible, le moins de garde-fous possible sur ce sujet-là. Et donc, nous, les journalistes, on asticote, on gêne ces prérogatives-là. Les parlementaires européens qui essayent aussi de limiter ça se mettent en travers de la France qui veut absolument garder le contrôle total sur la sécurité nationale et surtout que personne ne lui dise qu'est-ce que la sécurité nationale. Ça, la France, le gouvernement français ne supporte pas que d'autres acteurs, la société civile ou l'Union européenne viennent la questionner là-dessus. Ça s'appelle la démocratie en fait. La démocratie, c'est pas on met un bulletin de vote et puis les dirigeants décident ce qui est bon pour nous parce que naturellement ils sont traversés par l'intérêt public et ils vont forcément prendre les bonnes décisions. Non. La démocratie, c'est la possibilité de contrôler les dirigeants qu'on a élus, avec qui on a des points d'accord, des points de désaccord, et de vérifier s'ils servent toujours l'intérêt public. Et donc, quand on va changer de président, ou de président ou de présidente, les lois seront là pour continuer la dynamique d'Emmanuel Macron, voire l'empirer. Le dispositif, l'arsenal est prêt. Et on voit déjà que dans un gouvernement, un état de droit, on y va plein pot, quoi. Donc qu'est-ce qui va se passer si on est avec un gouvernement pour qui l'état de droit est moins important et la liberté de la presse encore moins? Pour qu'on puisse continuer à interviewer des personnalités largement invisibilisées sur les plateaux télé des milliardaires, soutenez-nous.